Les consommateurs sont en colère, et oui, contre les opérateurs de téléphonie au Burkina Faso. Certains appellent depuis des semaines à un boycott pur et simple de ces téléphonies. Une fronde qui grossit sur les réseaux sociaux et qui a même poussé l'ARCEP à communiquer et prendre ses responsabilités. Réseau défaillant, coût élevé des tarifs des communication et des offres Internet, la durée des bonus, facturation souvent injustifiée de certains appels, ce sont là, entre autres, des griefs reconnus contre ces opérateurs. On analyse ce sujet avec trois invités. À ma droite, je reçois pour vous Adama Bayala. Il est le président du RENCOF, le réseau national des consommateurs du Faso. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. On dit également bonsoir à Ange Gabriel Kambou, journaliste, président de l'association des blogueurs du Burkina. Bonsoir. Bonsoir madame. Et bonsoir à Paz Yen, il est juriste mais aussi analyste politique. Bonsoir. Téléspectateurs de Burkina Info, ce sont donc avec nos trois invités que nous allons essayer de décortiquer cette actualité autour de la fronde contre les opérateurs de téléphonie mobile. Alors la toute première question, elle vous revient, Adama Bayala. Vous êtes également un abonné de une ou peut-être même deux téléphonies. Tellement et Orange. Alors, est-ce que vous trouvez que les griefs retenus contre ces sociétés de téléphonie sont justifiés? Bien, elles sont plus que justifiées, ces griefs. Ces griefs, je dois dire, au niveau du réseau national des consommateurs du Faso, après la mise en demeure de l'instance nationale en charge de la régulation, l'ARCEP, à l'intention des trois opérateurs de téléphonie mobile, en date de 6 mois de cela, sur la défaillance, les dysfonctionnements observés au niveau de la qualité des services de ces trois opérateurs de téléphonie mobile. 6 mois après, c'est-à-dire plus précisément il y a 3 semaines de cela, que nous, au niveau du réseau national des consommateurs du Faso, à défaut de résultats, faute de résultats, nous nous sommes mis en devoir d'aller rencontrer les responsables du plus grand de toutes ces compagnies de téléphonie mobile, en l'occurrence Orange, qui compte en 2021, sont les statistiques, plus de 11 millions d'abonnés, pour relever les insuffisances des services relatifs à la violation des droits des consommateurs. Il y a des avantages acquis, au nombre desquels les bonus, les crédits data, et faute de les avoir consommés dans une période impartie, on vous les arrache. Et après, on vous les revend. Nous avons également relevé les défaillances, les flottements au niveau de la qualité des services. Par moment, vous êtes en contact téléphonique avec un interlocuteur. Se trouve-t-il qu'entre-temps, on coupe. C'est très fréquent chez Orange, chez Telmor, très souvent. Et même à l'intérieur de la ville de Ouagadougou, vous avez dans la ceinture périphérique des localités comme Koubri, Yagma, Kamouensin, Kouba et tous les autres, où le réseau est difficilement accessible, il est instable. Donc vous voyez, alors que la loi portant réglementation des services et réseaux de communication électronique, en son article 44, impose à ces opérateurs de se doter de meilleures installations logicielles pour offrir les services les meilleurs. Alors donc, pour vous, ce sont des griefs légitimes. Et même les coûts sont très exorbitants, comparaison faite avec certains pays. Quand vous avez la minute d'appel au Burkina Faso qui coûte 90 francs la minute. Vous avez les mégas par exemple, le giga qui coûte en moyenne 2100 francs au Burkina Faso. Comparaison faite avec le Ghana, vous en avez pour moins de 400 francs le giga. Alors on reviendra sur ces différents aspects. Alors Ange Gabriel, vous, qu'est-ce que vous déplorez à ces réseaux de téléphonie en tant que consommateur? C'est d'abord la qualité. La qualité quand on appelle et la qualité aussi de connexion. Au-delà de la cherté, il y a la qualité. Parce que quand vous achetez un service, même s'il est cher et qu'il est de qualité, au moins il y a une part de satisfaction qui est là. Mais dans notre cas précis, nous avons un service qui nous revient cher, mais qui est de mauvaise qualité. Voyez.
Rien que avant d'arriver ici, un appel que j'émets, on parle juste en 30 secondes et ce n'est plus possible. Il a fallu rappeler. Et pourtant, nous sommes à Ouagadougou. Donc, et souvent vous appelez quelqu'un, on vous dit votre correspondant est le téléphone est soit éteint, soit hors du réseau. Pendant que la personne n'est ni hors du réseau, ni le téléphone éteint. Donc, vous comprenez que et quand vous rappelez, peut-être 2 tentatives, 3 tentatives, vous arrivez à voir la personne. Donc, ce que je déplore pour le moment, c'est surtout la mauvaise qualité. Voilà. Donc, vous payez cher et vous n'arrivez même pas à avoir les services que vous voulez. La connexion, c'est la même chose. Pour juste 1 méga, ça va tourner. Et tout ce temps, ça consomme vos mégas que vous avez. Ouais, donc c'est vraiment ça la première chose que je déplore. Si nous, on avait quand même la qualité, on pouvait maintenant parler d'autres choses. Mais non seulement c'est cher, mais il n'y a pas de qualité. Et en ce sens, on n'a pas senti qu'il y avait une autorité, ou en tout cas une instance ou une institution qui est là pour s'occuper de la qualité. Parce que je paye, il y a un contrat entre le réseau de téléphonie et moi. Ce que moi je dois faire en tant que consommateur, c'est de payer. Et ce que le réseau de téléphonie doit me fournir, c'est la qualité du service. Sauf que moi je paye, mais je n'ai pas le service. Et en retour, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de compensation pour le fait que moi je n'ai pas reçu le service. Et là, ça pose un problème. Alors, j'en viens à Paz Yen. Alors, il est, selon les 2 invités, cette colère, elle est justifiée compte tenu de certains facteurs qui sont les plus visibles possibles, étant donné que nous sommes tous consommateurs. La question également est, était-ce le moment opportun pour observer cette fronde, ce mouvement, vu que on est dans une autre dynamique, une dynamique du tout militaire, reconquête territoire, mobilisation. Est-ce que c'est le moment d'en parler? Bien sûr que c'est le moment et c'est pas la première fois qu'on en parle. Actuellement, certainement, on sent qu'il y a un tollé général, mais vous savez, il y a eu un certain nombre de précédents d'insatisfaction au niveau des clients, et tout cela mis ensemble, et il y a eu un déclic, il faut préciser. C'est en Côte d'Ivoire que ça a commencé, on peut le dire, oui. Parce que récemment en Côte d'Ivoire, il y a eu des réformes au niveau des tarifs qui tendaient donc à une augmentation du coût de la consommation donc des produits de ces réseaux de téléphonie. La population donc a commencé à manifester et les gens ont exigé qu'on ramène les prix, mais que plus que cela, quand on baisse les prix. Oui. Et à ce moment, les gens ont commencé à évoquer les différentes différences qu'il y avait. Et vous savez, aujourd'hui, avec Internet, il n'y a pas de barrière. Les consommateurs burkinabés également ont commencé à en parler. Ils ont vu que c'est la même société. Je peux dire Orange, qui est en Côte d'Ivoire, qui est la plus grande société, au Burkina également. Je pense que c'est ce déclic-là qu'il y a eu. Ce n'est pas la première fois que les consommateurs se plaignent. Chaque jour que Dieu fait, les consommateurs se plaignent. Je suis internaute également. Je vois très souvent des gens écrire sur les réseaux sociaux, tel réseau, qu'est-ce qui se passe avec mes bonus, qu'est-ce qui se passe avec ma consommation. Et il faut rappeler également que ce n'est pas la première fois. Si vous vous rappelez, il y avait beaucoup d'insatisfaction par rapport au coût des transactions financières à travers les réseaux. Et à un moment donné, il y a eu un problème au niveau de cette même Côte d'Ivoire avec l'arrivée d'une firme qui voulait également se lancer dans ce niveau. Et ça a contribué à faire baisser les coûts. Ça a eu un impact également au niveau du Burkina Faso parce que les coûts ont baissé. Donc aujourd'hui, il faut le dire, il y a une insatisfaction générale. Je vous parle de quelque chose. Il y a de cela environ 3 à 4 semaines. J'ai personnellement appelé l'une des téléphonies du Burkina pour demander un audit de mon compte. Je voulais un audit parce que je ne comprenais pas. Je prends 2 gigas par jour. À la fin de la journée, je n'ai plus rien. Je me demandais comment est-ce qu'on me facturait. Or, le téléphone que j'ai me permet de faire le point de mes consommations journalières, de mes consommations mensuelles. Mais je ne comprenais pas. Et il m'arrivait d'avoir des unités, je passe un appel, je vois que ce que j'ai comme réserve à la fin, ça ne correspond pas à ma consommation. J'ai plusieurs fois appelé cette téléphonie par rapport à cela. Est-ce que vous avez obtenu gain de cause? On m'a dit qu'on allait me revenir. Parce que j'ai dit, je n'ai pas les moyens personnellement de faire un audit, mais vous pouvez le faire et me revenir. On m'a dit qu'on allait me revenir, mais à ce jour, ce n'est pas le cas.
Il m'arrive plusieurs fois de faire des posts sur les réseaux sociaux pour dénoncer tel ou tel cas. Et je vois comment est-ce que les internautes réagissent. Allez-y sur les pages Facebook de ces téléphonies. Vous allez voir régulièrement des plaintes. Donc c'est pour vous répondre à votre question. Ce n'est pas nouveau. Quant à l'opportunité, je ne pense pas qu'il y ait un moment précis pour mener un combat. Aujourd'hui, il y a un tollé général, je pense que c'est opportun. Alors, pour revenir à l'exemple qu'il a pris, tout est parti de la Côte d'Ivoire, comme il a si bien dit, et il y avait un mouvement même qui s'organisait le 9 avril précisément, parce que l'annonce de l'augmentation datait du 6 avril. Le 9 avril, des mouvements s'organisaient pour un boycott de ces téléphonies. Alors, Adama Bayala, est-ce que au Burkina, ici, on a cette notion du boycott? On a cette culture du boycott. Avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais dire aux très chers frères et camarades que nous ferons le devoir de porter votre préoccupation. Des préoccupations du genre, il y a un pont entre nous et puis les responsables de ces compagnies de téléphonie mobile. Si c'est difficile pour vous qui êtes à Ouaga, intellectuels, et j'imagine la souffrance, la misère des nôtres qui sont en milieu rural. Et ces compagnies, nous leur avons déjà dit, à dessein, elles accusent un retard dans le traitement des plaintes du genre. Et parce qu'il y a des services, et ils en ont parlé la dernière fois, des services auxquels les consommateurs accèdent au détour d'un seul clic. Aujourd'hui, ils ont essayé d'aller à un double clic. Ils ont essayé de verrouiller deux clics. Mais malheureusement, les gens accèdent parce que c'est tellement pressant, tu veux rapidement et puis passer à autre chose. Vous accédez à des services surfacturés. Voilà des questions également qui sont sur la table. Pour ce qui est de la culture de la lutte, j'ai envie de dire, les Burkinabés ont une longue tradition de lutte. La constitution même de ce pays-là, vous savez, c'est le fruit d'une lutte parce que le pays avait été morcelé, divisé entre trois colonis de la sous-région. Mais j'ai envie de dire, le moteur de la lutte des Burkinabés prend très lentement. Nous nous réjouissons, nous, association de défense des intérêts des consommateurs. Depuis très longtemps, il vous souviendra qu'en juillet 2022, nous organisions une conférence pour dénoncer cela. Ce travail de dénonciation, de veille et d'éveil, j'ai envie de dire, à payer, parce qu'aujourd'hui, le tollé général est entretenu et porté par une dynamique citoyenne, par les citoyens. Voyez-vous, donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Aujourd'hui, le message il est un peu brouillé. Il y a un groupe qui appelle à l'observation du boycott le mardi 18 prochain, de 11h à 12h. Il y a un autre qui appelle à boycotter 3 jours durant, les samedis, dimanches et lundis. Je voudrais profiter de l'occasion pour appeler l'ensemble de ces acteurs d'essayer d'établir un pont avec les associations de défense des intérêts des consommateurs, chacun surmontant son ego pour penser intérêt général. Sinon, si on y prend garde, il faut se retrouver pour fixer un objectif qui soit à la fois simple, mesurable, atteignable et réaliste. Concevoir ensemble des messages, sinon ça risque d'être une simple indignation comme on en a vu et on n'atteindra pas les objectifs. Alors maintenir le boycott ou pas, la question on va se la poser sur ce plateau, mais juste après avoir suivi ces propos du secrétaire exécutif de l'ARCEP qui revenait vendredi dernier sur les points des échanges avec les directeurs généraux des opérateurs de téléphonie mobile présents au Burkina Faso. On écoute à ce propos Wenlasida Patrice Compaoré. Nous avons échangé avec les DG des opérateurs sur 4 points majeurs. Le premier point, il s'agit donc des délais de validité des offres des opérateurs. Pour être plus explicite, il s'agit donc de quand on recharge. Est-ce que si dans l'offre on me dit que c'est une offre qui se termine dans un mois, est-ce que si je n'arrive pas à consommer au bout donc de l'expiration, la pratique aujourd'hui, c'est que l'opérateur écrase les soldes. De nos échanges, les opérateurs et l'ARCEP, les opérateurs n'ont pas de problème, donc ils sont d'accord pour le principe, mais ils voudront donc se référer donc aux équipes techniques pour voir les modalités et la faisabilité et nous revenir dans un délai d'1 semaine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le coût de la connexion. C'est ce qu'on appelle la tarification de la connexion Internet. Pour cette tarification, ça demande qu'une étude puisse se faire au niveau de l'ARCEP
cette étude est en cours, mais nous avons besoin de certaines informations des opérateurs. Ils se sont engagés à nous fournir ces informations dans un délai court. Et nous allons justement travailler, in fine, à sortir un coût qui puisse être, en tout cas, abordable vis-à-vis donc des consommateurs. Donc, ces délais-là, les opérateurs vont nous faire un retour, et nous avons besoin justement d'assez de temps parce que nous devons intégrer un benchmark donc avec les autres pays de l'UEMOA, avec d'autres pays pour pouvoir avoir un coût qui soit réaliste, un coût qui soit aussi, quand on va l'appliquer, que ça, les opérateurs soient en tout cas participent donc à cela, à appliquer ces coûts, mais que du côté des consommateurs, que ça puisse donner donc une satisfaction. Le troisième point, c'est sur les bonus. Les opérateurs s'engagent à travailler à une bonne gestion des bonus des consommateurs. Parce que pour cette question aussi, les plaintes qui sont remontées, c'est que on se retrouve avec une multitude de bonus et qu'on n'a pas une meilleure compréhension. Donc, les opérateurs sont interpellés et ils ont pris l'engagement de travailler à avoir, donc, dans les délais raisonnables, à offrir donc une meilleure gestion donc, des bonus des consommateurs. Le dernier point sur lequel ils se sont engagés, c'est la lisibilité même des offres. Il y a plusieurs offres qui foisonnent, donc ils ont pris l'engagement de faire en sorte que la communication soit beaucoup plus claire, une meilleure communication des offres pour que les consommateurs puissent comprendre donc, les détails donc, de ces différentes offres. Angers Gabriel, on vient donc de revenir sur les points de la rencontre qui s'est tenue vendredi. Est-ce que vous estimez que ces engagements peuvent peut-être dissuader ces différents mouvements qui s'organisent en amont? Est-ce que ce sont des engagements qu'on peut prendre en compte? Pour être franc avec vous, je n'ai pas vu de lisibilité dans ce qui nous a été proposé. Moi, quand j'ai lu les engagements entre griffes qui ont été pris, je n'en vois pas. Parce qu'on nous dit, on va vous revenir sous une semaine, et l'ARCEP nous dit, bon, les opérateurs promettent certaines informations qu'ils n'ont pas, donc ces informations vont leur parvenir sous une semaine. Et je pense quand même c'est l'instance de régulation des télécommunications dans notre pays. Et donc, quand vous êtes à la merci des compagnies de téléphonie, je ne vois pas ici l'autorité que vous avez dans la régulation. Voilà. Et oui, on va vous revenir par rapport au bonus. Concrètement, par rapport à nos revendications, je ne vois pas. C'est qu'on peut dire, bon, on attend. C'est comme par exemple un jugement, on dit, bon, voici le verdict qui est mis à délibérer. Bon, ici, il n'y a pas. On ne nous a pas dit qu'est-ce qui sera fait et par rapport au bonus qu'on aura. Pour vous, c'est du dilatoire. En tout cas, c'est pas loin de là. Pas bien. Déjà, j'ai bien aimé la sortie de l'ARCEP. Et il y a une expression qui est sortie qui me plaît bien, le benchmark. Ils doivent faire du benchmarking, c'est-à-dire aller essayer d'avoir l'expérience ailleurs, comment ça se passe pour améliorer ici. Comme on le dit, ce mouvement, on va dire, a eu un déclic hors du Burkina Faso, quand bien les problèmes existaient. Et ça nous donne l'opportunité, du coup, d'interpeller l'ARCEP par rapport à cela. On constate que l'ARCEP n'a pas beaucoup de pouvoir. Au Burkina, par exemple, l'ARCEP ne peut pas influencer les prix. Comparaison faite par exemple avec la Côte d'Ivoire, la RTIC a une capacité... Ce qui est une grave limite. C'est une très grave limite. Aujourd'hui, vous savez, Internet devient un domaine de souveraineté. Parce que je vois qu'on laisse peut-être les gens l'organiser, mais là, les événements actuels nous donnent l'occasion de constater que Internet devient aujourd'hui un domaine de souveraineté. On se pose la question de savoir est-ce qu'on a bien fait de rapidement privatiser certaines sociétés d'État. On se pose cette question. Donc, il va falloir donc profiter de cette crise pour réorganiser. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est l'ARTCI qui
à influencer plus ou moins les prix. Elle ne peut pas fixer les prix, mais elle peut au moins vous dire voici le prix plancher, voici le prix plafond. Puis à l'intérieur, maintenant, il peut y avoir de la concurrence. Ici, on peut le faire. Maintenant, ce que l'ARCEP peut faire, c'est au moins la qualité des services, puisque l'ARCEP a la capacité de contrôler cette qualité-là et de travailler donc à sanctionner. On a vu récemment au Mali, les sociétés ont été condamnées, je pense, à plus de 100 milliards d'amendes. Donc il va falloir qu'on travaille. Si on sanctionne les sociétés pour leur manquement, au moins ça rentre dans les caisses de on peut être frustré, mais quand on sait que quelqu'un nous a fait un tort, commis un tort, mais en retour la personne est sanctionnée, je pense que il y a une sorte de réparation. Mais on a l'impression que bon, les sociétés font comme elles l'entendent. Et ce qu'il va falloir encore préciser par rapport aux différentes stratégies dont vous parlez, ça sera un peu difficile. Ce n'est pas pour dire que ça ne marchera pas, parce qu'aujourd'hui, Internet est dans le quotidien des Burkinabés. Il y en a beaucoup qui travaillent avec cela. Quand on demande aux gens peut-être de boycotter, est-ce qu'on tient compte du fait que certains, c'est leur gagne-pain et ils ne voudront pas le faire? Donc peut-être par rapport à l'efficacité, je ne sais pas. Et il n'y a pas trop d'actions concertées. Peut-être c'est des groupes un peu épars qui essaient de s'organiser. Elle l'a évoqué. Voilà, c'est un peu épars. Il n'y a pas une centralisation. C'est des internautes qui veulent le faire. Donc, mais je pense que la meilleure stratégie... Est-ce que ce n'est pas le moment que les organisations de défense des droits des consommateurs prennent la lutte? Bien sûr, c'est d'abord leur rôle. On a un qui est là, c'est leur rôle. Parce que je vois que souvent les consommateurs se plaignent même de leurs représentants. Ça, il faut le dire également. J'ai beaucoup entendu cela. C'est le moment pour eux de monter au créneau. Certainement, il y a des choses qui sont faites et qu'ils doivent faire le retour pour que les gens sachent. J'ai appris certaines choses qu'ils ont déjà posées comme acte, c'est déjà bien. Et ces consommateurs doivent pouvoir se reconnaître en ces personnes-là. Je termine en disant que dans le cas de ce combat, c'est vrai que quand on mène une lutte, il y a un proverbe qui dit c'est pas parce qu'on dort dans la même date, sur la même note qu'on a les mêmes rêves. C'est vrai que certains ont d'autres intérêts dans les stratégies de lutte. Il y en a qui ont des intérêts un peu épars, mais la question est là. Est-ce qu'il y a des problèmes ou non? Oui, il y a des problèmes. Est-ce qu'il faut améliorer les services? Oui, il faut améliorer les services. Maintenant, on ne va pas tenir compte des intérêts partisans pour dire que le problème n'est pas réel. Le problème est réel. Alors, Adama Bayala, les engagements pris par ces sociétés de téléphonie, est-ce que cela vous pousse à réfléchir à ces mouvements, à tenir ou non ces différents mouvements? Il y a mille et une raisons de se fâcher, de s'énerver. On est encore plus indigné après avoir entendu les engagements. C'est comme si on nous envoyait balader sans perspective concrète. J'allais dire, pour ce qui est de la capacité des pouvoirs de l'ARCEP, à maintes reprises, au détour de rencontres avec les associations de défense des intérêts des consommateurs, il a été recommandé de revisiter le cadre législatif et réglementaire pour lui donner davantage de pouvoir. Mais rien n'est fait. Alors, moi, j'ai envie de dire, cette sortie-là nous donne plus d'une fois les raisons de nous rencontrer, de peaufiner un cadre de référence qui assure la cohérence des actions que nous allons mener. Cette sortie nous amène également à persévérer, à insister, à maintenir le curseur de la lutte, organiser des actions de boycottage. À défaut, si on n'est pas entendu, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on va poser des actes, on va organiser en fonction du contexte sécuritaire un sitting? Est-ce qu'on va attenter des actions en justice devant le tribunal du commerce? Il faut ensemble se retrouver, travailler sur une stratégie de lutte. C'est pas disperser, parce qu'il a dit, l'ensemble des acteurs, j'avoue, je dois le concéder, n'ont pas le même agenda, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Pour notre part, nous avons déjà entrepris bon nombre d'acteurs déjà que nous avons eu dans la mobilisation citoyenne pour voir comment mener le combat, si tant il est que c'est dans l'intérêt des consommateurs. C'est pour eux que nous nous battons, c'est pour eux que nous nous agitons. Cela dit, je voudrais dire, moi je ne comprends pas, je suis encore plus indigné que quand on regarde les statistiques de l'ARCEP en date de 2021, les 3 compagnies de téléphonie mobile ont connu des croissances. Quand vous prenez Orange, le parc d'abonnés est passé de 10 millions à 11 millions, soit une croissance de près de 14%. Vous avez Télécel, et il y a un peu plus de 3 millions, il y a une croissance de près de 6%. Vous prenez Telmort, il passe de 9 millions à un peu plus de 10 millions, une croissance de près de 11,50. Ces 3 compagnies mobilisent à elles seules plus de 24 millions d'abonnés, c'est-à-dire plus que le nombre d'habitants que comporte le Burkina Faso. Avec ces croissances, en 2021, on apprend malheureusement selon le rapport de l'ARCEP que les investissements ont chuté
On est au total à 100 milliards d'investissements en termes d'entretien, d'équipement, de logiciels, de matériel pour. C'est ce qui explique, j'allais dire sur ce plateau, les flottements, les dysfonctionnements, les difficultés que les consommateurs ont. Mais Adama Bayala, vous avez sans doute vu les difficultés que rencontrent ces sociétés de téléphonie qu'ils ont également exposées. Ils ont dit que la situation sécuritaire a poussé plusieurs pylônes qui ont été saccagés, il y a des réfections à faire. En tout cas, ils ont exposé des difficultés. On peut leur concéder pour les zones à haut défi sécuritaire. Mais la loi 061/2008 portant réglementation des services et des réseaux de communication électronique, en son article 44, leur impose de prendre les dispositions nécessaires. C'est de leur fait, ce n'est pas l'État. Maintenant, pour les zones qui vivent une relativité de paix, de stabilité comme Ouagadougou. C'est également un fait. J'ai cité des localités où, j'ai envie de dire, il y a un problème, la communication n'est pas fluide, il vous a donné son exemple. Alors, Ange Kambou? Non, je pense que, comme j'ai eu à le dire sur un plateau, il ne faut pas qu'au nom de la guerre, on nous fasse avaler toutes les couleuvres. Et je pense que, comme on l'a dit, Ouagadougou, quand même, je ne vois pas d'explication de la mauvaise qualité due à la guerre, à la situation d'insécurité que nous avons. Donc on ne peut pas nous dire c'est à cause de la guerre ou c'est à cause de l'insécurité que cette mauvaise qualité vous la vivez. Je pense que quand on dit même que l'ARCEP a une autorité limitée, je ne crois pas forcément. La preuve c'est que quand elle a voulu couper Internet, elle l'a fait. Ça veut dire que ils ont quand même l'autorité. Aujourd'hui, si le président de la République dit « je veux que vous coupez Internet », ils vont couper. Si le président dit « au nom de la guerre, je veux que vous diminuiez, que vous fassiez telle ou telle chose », ils ont la capacité de le faire. Cela veut dire qu'il y a la capacité. Maintenant, c'est comment... Est-ce qu'il y a la volonté? Voilà. C'est tout par de là. Parce que quand vous avez un certain amour pour votre citoyen, pour votre enfant, vous faites tout pour que cet enfant ou ce citoyen soit dans les conditions qu'il faut. Donc pour moi, si aujourd'hui l'État, à travers l'institution qui régule les télécommunications dans notre pays, veut que le citoyen soit dans les conditions qu'il faut, je pense que les téléphonies vont se mettre en règle pour être... Dans un passé très récent, il y a des pouvoirs en place et on a parlé des contraventions ou de ce que les téléphonies mobiles devaient payer. Ils sont allés voir l'autorité en place pour diminuer. Au lieu de payer 1 milliard, on dit, bon, nous, on a 200 millions. Et l'autorité politique, à l'époque, avait accepté. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines combines qui se font entre l'autorité dirigeante et les téléphonies mobiles que le citoyen, en général, n'est pas au courant. Donc, sinon, aujourd'hui, je pense, au nom de la guerre même, on doit améliorer la qualité des télécommunications pour que, au moins, aujourd'hui, il y a plein d'activités qu'on ne peut plus mener. Ceux qui ont la possibilité de mener des activités commerciales sur Internet, il faut quand même fluidifier la chose pour que de ce côté-là, l'économie continue de tourner. Mais si partout on bloque, pendant que l'huile qu'on payait à 4 500 francs le 3 litres est devenue 7 500, plus de 3 000 francs de plus, Internet aussi là-bas, c'est cher et vous n'avez pas la qualité, d'où voulez-vous qu'on tire les moyens pour contribuer à l'effort de guerre? C'est où on va avoir les moyens? Ou bien c'est d'aller nous sacrifier nous-mêmes, d'aller nous immoler comme contribution à la guerre. Justement, donc il faut en sorte que le citoyen soit en capacité de contribuer à l'effort de guerre. Mais jusque-là, toute la pression est sur les citoyens et on ne voit pas vraiment la pression aussi sur ces grandes sociétés qui peuvent contribuer. Même quand on parle des boissons, c'est nous qui payons. Alors, mais on a dit la dernière fois, Burkina a contribué avec... Je dis non, dites que nous, Burkinabés, nous avons contribué à telle hauteur. Parce que c'est nous les consommateurs et c'est nos 100 francs, 200 francs, 300 francs, 500 francs. Pour ceux qui boivent 5 bouteilles de bière par jour ou offrent 5 bouteilles de bière, c'est ça qui a permis. Mais alors, quelle est la part contributive de Burkina à l'effort de guerre? C'est la même chose pour les sociétés de téléphonie mobile. Qu'on me dise aujourd'hui quelle est la part contributive de Télécel, de Orange et de Move Burkina.
Alors, la question, elle a été bien notée. Alors, je reviens à Paz Yen pour clore ce sujet sur les téléphonies. Alors, quelle réforme pourrait donc être opérée dans ce secteur-là? En 2 points. La première réforme, déjà, il faut dire, en tant que juge, je suis obligé de tenir compte de toujours un cadre juridique d'action. Aujourd'hui, comme on l'a dit, l'ARCEP n'a pas la possibilité de faire adopter un prix. C'est juridique, c'est clair. Si on veut le faire, c'est un excès de pouvoir. Même le président du FASO aujourd'hui n'a pas la capacité de sortir et dire il faut que vous fassiez à tel prix. Il faut d'abord un cadre juridique de réforme pour le faire. S'il le fait, ça engage des conséquences. Soit vous subventionnez pour que ça baisse, soit à un moment donné vous faites une réforme. Et comme on a dit, la première réforme donc à faire, c'est de donner plus de pouvoir à l'ARCEP pour que l'ARCEP puisse intervenir sur les prix. Comparaison faite par exemple à nos voisins de la Côte d'Ivoire, la RTCI a la capacité donc de fixer des marges. Ça sera très bien. La deuxième chose, c'est que on puisse sanctionner beaucoup plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Il parlait des transactions qui ont été faites. Malheureusement, la loi le permet. Quand il y a un problème où on vous sanctionne financièrement, vous pouvez aller transiger, vous pouvez aller négocier. Ça se négocie et c'est pas illégal. C'est nos textes qui le permettent. C'est de faire encore en sorte que lorsque ces sanctions soient prises, qu'elles soient fermes, avec des délais rapides. On vous dit par exemple, vous devez payer sous 8 jours. Je pense que les gens vont plus prendre cela au sérieux. Maintenant, il y a une chose qui est assez importante, parce que je ne voudrais pas qu'on se mette simplement dans une posture, c'est comme si on attaquait les téléphonies. Ces gens contribuent, c'est une réalité. On l'a dit, 82 milliards impôts pour Orange, avec 10 milliards de contributions douanières, ce n'est pas mauvais. Ça veut dire que si leur business fonctionne, c'est une interpellation, ils doivent être à mesure de faire en sorte que les gens puissent continuer de consommer et tenir compte aussi des intérêts des consommateurs. Mais vous êtes d'accord avec moi, lorsque quelqu'un fait du business et qu'il a l'occasion de se faire beaucoup plus d'argent, légalement, il va le faire. D'où une interpellation aux organisations de défense des droits des consommateurs, de monter plus haut au créneau. Parce que ça devient plus ou moins un rapport de force pour influencer les autorités qui vont prendre des décisions pour pouvoir limiter leurs actions. Aujourd'hui, le champ est libre. Ça veut dire que les téléphonies peuvent s'entendre aujourd'hui pour mettre, par exemple, le coût de la consommation à 500 francs la minute. Aucun texte aujourd'hui ne va permettre de dire non. Donc il va falloir qu'on recadre cela rapidement, urgemment, pour que les gens ne fassent pas ce qu'ils veulent dans notre pays. Je voudrais rassurer mon très cher, pas plus tard que le vendredi dernier, la coalition des associations de défense des intérêts des consommateurs, portée par l'Association des consommateurs du Burkina, Vigie Consommateurs et le Réseau national des consommateurs du FASO, étions chez le médiateur du FASO pour lui porter un certain nombre de préoccupations des consommateurs, au nombre desquels la question des tarifications des compagnies de téléphonie mobile. Nous avions été reçus entre 11h et 13h. Le soir encore, nous étions avec le syndicat des pharmaciens. Mais ce que moi je voudrais dire, permettez, je voudrais inviter les consommateurs à se mobiliser pour ces journées de boycott qui commencent le mardi. Je voudrais également lancer un appel à l'ensemble des organisateurs de cette dynamique citoyenne à trouver l'occasion, l'intelligence d'établir les ponts, un pont pour porter cette lutte et maintenir le curseur jusqu'à ce que ça change. Je voudrais parler avec des statistiques. Voici ce que nous voulons. Quand vous voyez au Mali avec 500 francs, vous avez droit à 1 heure d'appel. Vous avez droit à 1,2 giga avec frappé d'un bonus de 1,2 giga. Vous prenez le Sénégal, vous avez pour 4 490 francs, vous avez droit à 12,5 giga, frappé de 1400 minutes d'appel. Avec 500 SMS, faites la comparaison chez nous. Quand vous regardez un peu plus au nord, au Niger, pour 1000 francs, vous avez chose 1, combien de gigas? C'est largement supérieur à ce qui se passe au Burkina Faso. Il faut qu'on se mobilise. Nous, on veut, conformément aux dispositifs réglementaires, que ces compagnies de téléphonie mobile nous offrent des services dans les conditions les meilleures, c'est-à-dire l'article 33 de la loi que j'avais citée un peu plus haut. Il faut que les prix soient les plus bas. Nous souhaiterons également que soit réformé l'Observatoire national des tarifs. Et c'est un service technique qui est hébergé au niveau de l'ARCEP. Il faut réformer cette structure, l'ouvrir aux associations de défense des intérêts des consommateurs. Il faut également revoir le dispositif, le cadre législatif et réglementaire
afin que, au moins une fois au Burkina Faso, les intérêts des consommateurs soient préservés. Mais aussi, pour terminer, je souhaiterais que soit adopté un code de la consommation pour préserver les intérêts des consommateurs. C'est bien noté, Adama Bayala. On poursuit toujours avec le débat, mais cette fois-ci avec un autre sujet qui porte sur l'éducation. Échauffourée à l'université Joseph Kizerbo, une course-poursuite entre étudiants en master en sciences de la vie et de la terre et des éléments de la compagnie républicaine de sécurité jeudi dernier au sein même du campus. La pomme de discorde est l'application de nouveaux régimes d'études qui est applicable au niveau de la licence et du master. Selon les manifestants, cette réforme sous-entend que pour valider le master en SVT, si un étudiant a une note inférieure à 7 dans une unité de matière donnée, il doit automatiquement composer la session. Et si en session, l'étudiant n'a pas pu avoir la note de 7 dans l'unité de matière, même s'il a 19 de moyenne, il peut reprendre son année. Voici donc ces précisions apportées par des étudiants. La direction générale de l'UFR a tenté d'apporter une clarification à ces récriminations au cours d'une conférence de presse vendredi. Nous allons revisionner ce reportage de Thierry Sawadougou. Les responsables de l'unité de formation et de recherche en sciences de la vie et de la terre de l'université Joseph Kizerbo s'expliquent suite aux échauffourées de la matinée du 13 avril sur le campus opposant des étudiants en année de Master 1, promotion 2022-2023 de l'UFR-SVT aux forces de sécurité de la compagnie républicaine de sécurité. Ces étudiants, nouvellement recrutés, demandent l'abrogation de l'article 34 de l'arrêté numéro 2019-074 de la loi portant régime général des études du diplôme de master dans les institutions publiques et privées d'enseignement supérieur et de recherche. Ces protestataires estiment que cette loi pénalise les promotions actuelles et à venir et doit être purement et simplement supprimée. Du côté de l'administration, la question est appréhendée d'une autre manière. Comme j'ai dit, le texte, il est là. Il a été signé depuis le 25 février 2019. Et tout texte, comme vous le savez, tout texte signé, on a au moins une année pour l'appliquer. Alors, étant donné qu'il y a le retard, les années chevauchaient, donc finalement, l'application a été différée dans certaines UFR. Vous avez vu que chez nous, on n'avait même pas recruté. Quand on a décidé d'appliquer, on n'a pas recruté. Et donc, c'est maintenant qu'on a, cette année, on a recruté. C'est comme si c'est entre guillemets, nos premières promotions. Sinon, ailleurs, ça a été appliqué à SEA, ça fait 2 ans, c'est appliqué ici et il n'y a pas de souci. Pour le patron de l'UFR, il n'y a pas lieu de parler de crise au sein de l'unité qu'il dirige. Patrice Zerbo appelle les étudiants à la raison et à la patience, le temps que les observations faites sur les 2 articles de la loi puissent être traitées convenablement par les autorités compétentes. Comme je viens de dire, il n'y a pas de crise entre nous et les étudiants. Nous discutons toujours, il n'y a pas de crise. Alors, le problème lié au texte, qui s'applique et à nous, et nous, université Joseph Kizerbo, et aux autres universités publiques et privées, ne relève pas de nous. Donc, nous avons transmis leurs suggestions à qui des droits, et nous les avons encouragés, vraiment, en tant que père et pédagogue, à continuer. On a dit, bon, quelqu'un disait qu'ils ont eu le mérite de lever les lièvres, mais allons doucement, vraiment. Je crois que la porte est toujours ouverte. S'ils veulent, on est là. Nous discutons tous les jours. La porte est ouverte, tu peux venir. Au sein du campus, les stigmates de l'affrontement sont toujours visibles sur le bitume qui traverse le département. Et des barricades obligent les usagers à jouer les acrobates pour se frayer un chemin. C'est dans ce climat de tension que les évaluations se poursuivent à l'UFR-SVT sous la surveillance des éléments de la CRS. Alors, Ange Gabriel Kambou, on croirait plutôt que ces scènes de course-poursuite entre étudiants et FDS étaient révolues, du moins en 2023 en tout cas. Oui, ça ne peut pas être révolu parce que nous sommes à l'université. Je pense on n'a pas assez de sérieux avec la formation de nos élites de demain. Je pense que la crise que l'université continue de vivre
s'est amplifié avec les événements de 2008 qui avaient conduit à la fermeture de l'université pendant longtemps, et après on a rouvert et le seul changement qu'on avait constaté, c'était le mur qui a été érigé en béton en un temps record. Chose que les associations ou syndicats des étudiants avaient réclamé pendant des années et n'ont jamais eu. Mais à cause ou grâce à la crise, ce mur a été érigé. Mais dès lors, le retard qui a été accumulé n'a jamais été résorbé, et tout de suite on a plongé les étudiants au système LMD. Le système LMD a des exigences, c'est vrai, des exigences académiques, mais aussi des exigences de conditions qui puissent permettre à l'étudiant de pouvoir remplir les exigences académiques. Sauf qu'ici, vous avez des étudiants, après 6 années passées à l'université de Ouagadougou, ils sont en année de licence. 6 ans après, pour faire Master 1 ou pour faire la licence. Ça pose un problème. Moi, je ne me fatigue même plus pour demander aux petits frères quelle année tu fais ou qu'est-ce que tu fais. Vous voyez? Bon, pendant ce temps, les mêmes étudiants, peut-être qui vont s'inscrire dans les universités privées, passent plus vite que quand c'est à l'université de Ouagadougou. Ça pose un problème. Donc, je pense qu'il faut... on comprend les étudiants, même si aujourd'hui on évoque les textes qui disent qu'il faut un certain minimum, notamment 7 de moyenne dans les matières pour pouvoir passer. On est d'accord avec. Sauf qu'on ne met pas les conditions en place pour permettre à l'étudiant de pouvoir être dans les conditions pour pouvoir travailler. Qu'est-ce qui se fait que le même étudiant, si vous le prenez, vous l'enlevez de l'université de Ouagadougou, vous envoyez dans les universités privées, il est excellent. Ou vous l'envoyez à l'extérieur même du pays, il est excellent. Mais qu'est-ce qui se passe qu'à l'université de Ouagadougou, il n'arrive pas à avancer? Comment on peut comprendre qu'après 6 ans, on soit toujours en 3e année? Ce n'est pas parce qu'on est le plus con des étudiants, mais parce que simplement, les conditions ne permettent pas aux étudiants de donner le meilleur d'eux. Alors, quel est le genre d'élite, la qualité d'élite que nous formons pour demain? Alors sur ce problème précis des réformes qui sont décriées par des étudiants de l'UFR-SVT, alors les arguments exposés par les étudiants ainsi que la démarche et la position de l'administration, quel est votre avis là-dessus? Vous savez, cette crise, c'est une nouvelle manifestation de la crise générale que traverse notre système éducatif. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas la première fois que des étudiants se lèvent contre de telles mesures. Et pour qui a étudié dans une université publique, surtout l'université de Ouagadougou, Ouaga 2, on comprendrait très aisément ces étudiants-là. Vous savez, quand on écoute l'administration parler, on peut se dire, mais ces étudiants, ils exagèrent. Mais pourquoi ils font ça? Les textes le disent, pourquoi vous ne voulez pas? On peut verser dans ce simplisme-là. Pourtant, ce n'est pas un problème de texte. Le véritable problème n'est pas à ce niveau. D'abord, il n'y a que ce système LMD est très mal aujourd'hui appliqué au niveau du Burkina Faso. Ce qui se fait, on ne va même pas dire que c'est un système LMD. Quand on regarde, j'ai un jeune homme que j'ai adopté qui est là, qui est à l'université. Mais quand je regarde ce qu'ils font, ce n'est pas du LMD. Ils sont obligés, par exemple, de faire tous les cours de S1, S2 comme le premier semestre, deuxième semestre, et c'est après qu'ils commencent maintenant à composer des devoirs. Exactement comme nous, en notre temps, il n'y avait pas de LMD. Lui, il a dit, c'est pas un problème de texte, mais c'est les conditions pour appliquer ces textes. Par rapport aux notes planchées, minimum pour pouvoir valider. Ce n'est pas nouveau au Burkina Faso. Mes grands frères, quand ils passaient le bac, il fallait avoir au moins 7 de moyenne, je pense 7 ou 6, 7, pour pouvoir valider. Moins de cela, c'était des notes éliminatoires. Donc ce n'est pas nouveau. Mais il y avait des conditions d'études, des conditions même de notes qui te rapprochent plus ou moins de l'objectivité. Nous, à notre temps à l'université, je ne sais pas, vous avez certainement entendu parler, la question des 400 € à l'unité de formation et de recherche en sciences juridiques et politiques. Comment vous pouvez comprendre que les étudiants en maîtrise, on vient, on les donne 400 à 400 personnes, on colle une note de 0,0000. Meilleur. Ça, c'est connu. C'est connu. Et je me rappelle,
quand ça arrivait, je pense que nous on devait être en 3e année, c'est arrivé, mais il y a eu plus de 200 euros dans notre promotion. Et ce n'est pas rare d'aller prendre nos copies, et vous allez voir que par exemple, il y a 500 personnes qui ont des notes comprises entre 0 et 7. Il n'y a pas d'objectivité. On se demande à la limite si les gens ne prennent pas les copies et les barres. On se plaisait souvent à faire des comparaisons de copies. Voilà. Quelqu'un qui a 14, toi tu as un 7, tu veux regarder ce qu'il a fait de mieux que toi. Mais quand tu regardes le fond, il n'y a pas de différence en tant que tel. Sauf que peut-être celui qui corrigeait, au moment où il corrigeait sa feuille, il était bien éveillé. Au moment où il corrigeait ta copie, il n'était pas. Il y a ce véritable problème qui est là dans les universités publiques du Burkina Faso. Parce que peut-être c'est le nombre qui le fait. Si bien que, on se demande, est-ce que ces étudiants-là, leurs copies seront corrigées objectivement? Parce que je ne pense pas que c'est parce que ces étudiants ne veulent pas bosser. Je ne pense pas. C'est parce qu'ils ne veulent pas bosser. Au contraire, ils seront heureux de dire nos conditions d'études étaient très exigeantes, mais nous avons pu réussir. Mais est-ce qu'on se rassure qu'on va les noter comme il faut? C'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, par rapport aux stratégies de lutte, ça c'est autre chose. Il faut déjà commencer par déplorer ce qui est arrivé. Ce n'est pas intéressant qu'avec la situation actuelle du pays, qu'une partie de la population civile, quand même c'est des étudiants, se retrouve toujours à affronter les FDS. Ce n'est pas intéressant. Tout à fait. Voilà, c'est pas opportun. Mais maintenant, quel choix on donne à ces étudiants-là? Parce que si l'administration vous dit ce ne sont que des textes que nous appliquons, ce n'est pas nous qui avons décidé de ces textes. Qu'est-ce que ces étudiants font? C'est une question qui reste posée. C'est pour dire aux uns et aux autres, pour appliquer les textes-là, il faut qu'on tienne compte aussi de nos réalités. Et pour ceux qui conçoivent ces textes-là, qu'ils aient envie que ça marche. On a vu le directeur de l'UFR qui a clairement dit qu'il a pris bonne note des différentes doléances formulées et qu'il va faire remonter. Ça, c'est une litanie. Ça, c'est ce qu'on dit toujours. Quand on rencontre des gens, tout de suite, on l'a vu avec la COP, c'est toujours comme ça, ça va se remonter. Mais moi, j'ai bon espoir quand même. Hein. Avec les jeunes professeurs d'université qui sont... Il y a une nouvelle génération, de ma génération plus ou moins, je pense que ceux qui doivent être plus âgés, ça dépasse 5 ans, qui tiennent, parce qu'ils ont vécu cela, essaient d'améliorer les choses aujourd'hui. Il y a un début, il y a un commencement. Je commence à le constater. Ils se préoccupent de ce genre de choses et je pense que ça va. Il y a un bon espoir. Parce que je vais vous dire que je vais vous faire une confidence. On avait l'impression dans notre temps que tous les professeurs, ou la majorité des professeurs, faisaient en sorte que vous ne réussissiez pas. C'était un objectif. C'est-à-dire on vous mettait des conditions pour que vous échouiez. Et même quand vous partez voir, tu es excellent. Est-ce que c'est pas trop fort? C'était une impression que nous avions. Voilà. C'était une impression, parce que tu vois celui qui est dans le privé, en même temps que toi, qui, quand vous vous retrouvez, pour, je sais pas, confronter vos connaissances, tu vois qu'il n'a rien de mieux que toi. Mais lui, il ne fait qu'y aller. Quand il te présente cette note, mais à un moment donné, tu seras complexé. Ils ont des 16, des 15... Tu fournis beaucoup plus d'efforts qu'eux, mais tu te retrouves avec des notes minables. Alors, Adama Bayala, malgré ces conditions qui sont assez difficiles, on voit qu'il y a des étudiants qui excellent tout de même. On a vu récemment ces étudiants qui sont revenus avec le prix du procès fictif à la CPI. C'est une fierté pour le monde estudiantin du Burkina. S'il vous plaît, permettez-moi de réagir à cela avant qu'ils ne le fassent. L'année je suis passé, où il y a 2 ou 3 ans, j'ai encadré effectivement un groupe d'étudiants burkinabés qui sont allés pour les procès fictifs. Ils ont fini, je pense, 2e. Au niveau de Burkina, ils ont été premiers. Mais je vous dis que ces étudiants, dans leur université, on ne les voit pas comme des gens qui sont brillants. C'est à l'étranger qu'on voit qu'ils sont... Je pense que lui le disait tantôt. À un moment donné, on te fait comprendre à ton niveau même que peut-être tu n'as rien d'extraordinaire. Et il y a des profs qui prenaient le plaisir de nous dire que vous qui êtes ici, si vous validez l'année avec 10 de moyenne, sachez que vous êtes nettement mieux que quelqu'un qui a validé avec 15 de moyenne dans le privé. Nous, des professeurs, nous l'ont dit ici, quand on étudiait en fac de droit. Et en fait, je suis parfaitement en phase avec eux. Hein. Le Burkina compte la bonne graine. Il y a de la matière au Burkina, il y a l'intelligentsia, il y a des raisons d'espérer. Quand on écoute nos douaniers qui ont eu la chance d'étudier au lendemain des indépendances à l'étranger, ils nous laissaient croire que pour ce qui concerne les produits burkinabés, quand ils allaient au tableau d'affichage pour regarder les résultats, il y a des nationalités, quand les ambassadeurs venaient, ils commençaient à regarder en bas.
Mais les Burkinabés, quand ils arrivaient, ils regardaient en haut. C'est dire combien les Burkinabés sont bien formés à la matière. Ben, ce que moi j'ai envie de dire, la crise que nous traversons aujourd'hui, c'est un rebondissement des crises que nous avons vécues plusieurs années plus tôt. C'est aussi, j'ai envie de dire, que la crise, elle intervient, c'est la première depuis l'avènement du MPSR 2. J'ai envie de dire également que le chef de l'État a fait cette faculté-là. J'aurais voulu que la crise se passe ailleurs, mais malheureusement, c'est comme si c'était un appel du destin, un signal pour qu'il prenne la mesure de la situation. Et moi, je voudrais aborder... Surtout qu'il a été face aux acteurs du monde éducatif, aux étudiants. Il n'y a pas longtemps, moi je voudrais, en tant que défenseur des intérêts des consommateurs, ici se pose une question de service, la qualité des services. On a dit qu'il y a chevauchement entre les années, il faut 6 ans, 7 ans pour avoir un diplôme qu'on aurait pu obtenir en l'espace de 3 ans. Il y a les effectifs pléthoriques. Il y a également des bâtiments qui sont vétustes. Il y a également des laboratoires qui sont sous-équipés. Pas seulement, j'ai envie de dire, c'est de façon générale, c'est un mal qui ronge notre administration. Il y a un décret qui a été voté, il y a un texte du moins qui a été voté en 2019. 4 ans après, l'application pose un problème. Mais il faut interroger la communication managériale des autorités. Sous d'autres cieux, on adopte un texte, 6 mois après, on l'applique. Il a même dit, en Suède, la disposition s'applique sans problème. Il lui fallut mener une communication d'acceptabilité. Il y a un contexte, il y a un environnement. Mais il a été expliqué que cette disposition est appliquée dans d'autres... C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Il y a le contexte. On identifie les cibles. Est-ce qu'elles sont partantes? Est-ce qu'elles sont ouvertes au changement? Mais il faut identifier les responsables, les associations, les syndicats, les délégués de classe, et même dans les rangs des étudiants, ceux qui sont susceptibles d'eux, et mener sur la durée une communication d'acceptabilité, de sorte que, quand on en vient à vouloir déployer, ben, les gens, l'ensemble des acteurs sont d'accord, il n'y a pas de problème. Vous êtes du même avis qu'en vous? Oui, bien sûr, mais je pense que j'avais parlé de la crise de 2008. Elle était partie de quel UFS? C'était l'UFS-SVT. La répression féroce qu'il y a eu, et là même, je pense qu'il faut qu'on arrive à une situation où les gens rendent compte. Parce qu'il y a aussi de ces dirigeants dans notre pays qui ont posé des actes, qui ont eu des répercussions sur la vie de la nation, ils n'ont jamais rendu compte. Jamais. Aujourd'hui, ce que nous payons à l'université de Ouagadougou, ce que nous avons payé, ce que nos petits frères et petites sœurs payent aujourd'hui, c'est parti de quelqu'un, à cause d'un coup de téléphone ou d'une décision inopportune, à plonger le système éducatif universitaire dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Mais cette personne, ou cette administration de l'époque, n'a jamais rendu compte par rapport à cela. Donc je pense qu'aujourd'hui, face à la crise que nous avons, face à cette volonté de nous affirmer, je pense que notre affirmation doit partir de la qualité de notre éducation. Tout part de là pour moi. Parce que si vous avez des hommes qui sont capables de fabriquer les drones qu'on utilise aujourd'hui, vous pouvez vous affirmer. Si vous avez des gens qui sont capables, par rapport aux télécommunications, ainsi de suite, c'est cela qui va placer notre pays, voilà, sur aussi les satellites de rayonnement. Mais si nous continuons à former des étudiants comme on était en 1980, et ce qu'il a dit, par exemple, vous aviez des enseignants qui entrent en classe et qui vous disent, dans tout le Burkina, je suis le seul. Le seul, je m'en fous. Et il faisait tout effectivement pour rester toujours le seul. Mais comme il a dit, l'espoir aujourd'hui renaît parce que nous avons des jeunes doctorants ou des jeunes docteurs qui ont vécu les mêmes conditions, mais qui ont aujourd'hui la possibilité de faire autrement que ce que nos parents ont fait. Moi, je pense que c'est à eux aussi de faire en sorte que la révolution dans le monde universitaire puisse être de qualité. Aujourd'hui, ça doit être aussi une priorité, comme la reconquête du territoire est une priorité. L'éducation, la qualité de l'éducation, aussi bien à partir de la maternelle jusqu'à l'université,
tout cela doit être repensé. Pour moi, la vraie souveraineté, là où je peux lever la tête, bomber ma petite poitrine pour dire que je suis fier, c'est quand je vois que nous, Burkinabés, nous avons la possibilité de fabriquer, ne serait-ce que les aiguilles que nous utilisons, ne serait-ce que des drones, ne serait-ce que ceci ou cela qui puisse nous permettre de nous affirmer. Sinon, tant que nous serons toujours là à tendre la main, on ne peut pas dire que nous sommes souverainement indépendants. Donc, la qualité de l'éducation, quel type de Burkinabé nous voulons dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Je pense que ce sont des décisions comme ça que moi j'attends de nos dirigeants. Ce ne sont pas les décisions populistes de juste nous affirmer, bomber notre poitrine 2-3 jours et puis on retombe dans les mêmes conditions. Aujourd'hui, nos autorités ont la possibilité de démontrer au niveau de l'université, voici le type. Et c'est pour ça, pour moi, quand le président était allé à l'université, c'était de nous dire, voici le type d'étudiants que nous voulons. Voici le type de formation que nous voulons. Nos curricula doivent être réformés. Nos conditions doivent être réformées. On ne peut pas permettre. Moi, j'ai vu, je suis arrivé à l'université de Ouagadougou en 2004. J'ai vu autant d'étudiants qui ont pété les plombs à cause du Nescafé. Parce que l'étudiant, le gars, on parlait du bâtiment 13. C'est pour ça que j'ai parlé de la grève de 2008. Il y a des étudiants qui dormaient à l'amphi A de Ouagadougou pour étudier. On est venu tout fermer. On ne s'est jamais posé la question, qu'est-ce qu'on fait de ces étudiants qui dormaient à l'amphi A? Qu'est-ce qu'on fait de ces étudiants qui mangeaient au restaurant universitaire? On a fermé tout. On a déguerpi les étudiants de la cité universitaire de Zogona. On ne s'est jamais posé de questions, on ne s'est jamais préoccupé que deviennent ces enfants. Alors, parce que simplement, ceux qui ont pris cette décision n'avaient pas leurs enfants à l'université de Ouagadougou. C'est pour ça que je dis, nous devons aussi faire les assises de la gouvernance de certaines personnes pour nous permettre que nous puissions avancer. C'est des affirmations vérifiées. Reprenez la crise de 2008. Je finissais en 2008 quand j'ai composé mon dernier devoir aujourd'hui et le lendemain il y a eu la crise. Heureusement pour nous autres, qui étions dans un département professionnalisant, donc on n'avait pas les mêmes conditions forcément que les autres. Mais on a vécu les mêmes conditions que les autres étudiants. Donc, mais nous étions en nombre réduit. 35 étudiants par rapport à 2000 étudiants, ainsi de suite. C'est pas la même chose. Donc on ne peut pas prendre par exemple 2000 copies pour corriger, comme il avait dit. Vous avez l'impression que le monsieur décide que de une copie à 500, je vous donne 0. Le reste là, bon, vous voyez. Donc, dans ces conditions, et vous retrouvez les mêmes enseignants dans les universités privées, dans les instituts privés, vous regardez les notes qu'ils donnent, c'est pas la même chose. Moi, j'ai vu mes propres professeurs, pendant des soutenances, dans des instituts de formation privée, ou en tout cas hors université, qui donnent des notes de soutenance. Vous-même, vous tombez à la renverse quand vous regardez le contenu et la qualité du document. Mais ils vont donner des 18, ils vont donner des 17. Vous produisez 10 fois mieux le même document à l'université de Ouagadougou, on vous colle un 10 ou un 12 et on s'en va. Il y a un problème. Alors, Ange Gabriel a tellement bien dépeint le malaise au sein du système éducatif que nous allons nous en tenir à ça. C'est la fin de ce numéro de votre émission 100% Info. On vous dit merci pour votre fidélité et à très bientôt pour d'autres thématiques.